Bonsoir. Concrètement, que célèbre-t-on le 3 septembre lorsque l'on parle de la libération de Monaco? Le 3 septembre 1944, c'est effectivement la date de la libération de Monaco, de l'agglomération, on pourrait dire, puisque ça concerne aussi les communes limitrophes, notamment à Cap d'Agde. On sait qu'il y a une célèbre avenue du 3 septembre. C'est le jour, lorsqu'on se lève ce matin-là, les Allemands ont quitté la ville de Monaco, l'agglomération, et donc c'est effectivement un jour de délivrance pour les Monégasques, un jour qui permet de tourner en partie la page des heures sombres. Donc c'est un moment compliqué aussi parce que les combats, même si le 3 septembre Monaco est libéré, ne sont pas terminés. Il va y avoir encore plusieurs semaines, même plusieurs mois de conflits, de difficultés. Mais on voit quand même le bout du tunnel à ce moment-là. Et c'est pour ça que cette date est importante pour Monaco parce qu'elle marque la fin des hostilités d'une certaine manière. Comment s'est passée cette libération? Pour bien qu'on comprenne la libération de Monaco, il faut élargir un petit peu la réalité. En 1944, le sud-est français et donc également la principauté de Monaco est occupée par l'Allemagne. Et dans ce contexte-là, les Alliés se préparent, les Anglo-Américains, principalement les Américains, mais aussi les résistants de l'intérieur. Et la date importante avant le 3 septembre, c'est le 15 août 1944, lorsque les Alliés débarquent du côté du Var, sur les plages du Var, et procèdent à une avancée significative et progressive vers la frontière italienne. Les forces anglo-américaines se sont donc déployées et sont arrivées jusqu'au Var. Et puis ensuite, Nice a été libérée le 28 août 1944. Et puis enfin, la principauté, dans cette date fatidique, qui est restée dans les mémoires. Quelle était la position de Monaco dans ce conflit? Au moment où se met en place l'occupation et le gouvernement de Vichy, le prince de Monaco, Louis II, met en scène une forme de neutralité qui sera aussi une manière de se ranger derrière le gouvernement de Vichy. Et Monaco va être pendant toute la période de la guerre, de l'occupation, un lieu d'intrigue, un lieu de circulation d'un certain nombre de biens et des choses qui vont être effectivement assez peu avouables à ce moment-là. Mais en même temps, la principauté de Monaco va être amenée à voir se développer des formes de résistance à l'occupation italienne et en particulier à l'occupation allemande. Et donc, la libération n'est pas venue des élites, elle est venue plutôt du peuple, dans une sorte de lien qui va s'opérer entre des résistants de l'intérieur, monégasques, beausoleillois, capdaillois, et il va y avoir effectivement petit à petit des réseaux qui vont se mettre en place et qui vont agir en 1944 pour œuvrer dans ce moment particulier de la libération du 3 septembre. Est-ce que Monaco paiera un lourd tribut lors de cette période, aussi bien humain que matériel? Oui, Monaco va payer un lourd tribut parce que entre le 15 août et le 3 septembre, ça va être un moment extrêmement difficile pour les habitants de Monaco. Il va y avoir des bombardements alliés, des troupes anglaises qui vont pas mal faire de dégâts. Le but était pour les Alliés de s'en prendre aux biens d'occupation allemands, à la présence allemande du côté de Monaco, pour faire fuir et refluer les Allemands. Toute l'agglomération est soumise à des tirs, à des combats, jusqu'à ce que progressivement, d'une manière coordonnée, on pourrait dire, la résistance de l'intérieur et les Anglo-Américains, fassent refluer les Allemands vers les parties hautes du territoire, c'est-à-dire les monts, la Turbie, Peille et le Montagel. Et à ce moment-là, effectivement, la principauté va être à une forme de croisée des chemins. Les communistes résistants de Monaco vont aller jusqu'au palais princier pour déloger le prince qui s'était échappé à ce moment-là et envisager éventuellement justement de prendre le pouvoir d'une certaine manière. Et il va y avoir là même une discussion en 1944 sur l'éventuelle annexion de la principauté de Monaco par la France. C'est ce que voulait notamment le commissaire de la République du Sud-Est, Raymond Aubrac, le célèbre résistant Raymond Aubrac, qui avait envisagé que pour punir la principauté de ses actes de collaboration, la principauté disparaisse. Le général de Gaulle a refusé et a laissé Monaco fonctionner avec une forme d'alliance ou de discussion avec le prince Louis II, qui était de faire en sorte que son fils héritier, Régnier, s'engage en 1944 dans l'armée française. C'est ce qu'il fera. Il va s'engager dans un régiment de tirailleurs algériens. Il va aller combattre à ce moment-là et avoir la croix de guerre. Donc Monaco a acheté une forme de rédemption par ce biais-là. Yvan Gaston, pourquoi c'est important de commémorer cette date? Qu'est-ce qu'elle représente pour les Monégasques? C'est un devoir de mémoire? Il y a sans doute un devoir de mémoire dans cette commémoration parce que ça rappelle des moments douloureux, des moments difficiles, des familles qui ont été touchées dans leur chair
par ce conflit, de près ou de loin, saluer des actes de résistance qui ont d'ailleurs beaucoup marqué la principauté, hein, des figures, hein, je pense à Charles Socal, hein, le grand syndicaliste qui a été aussi un acteur important. Il y a nécessairement un devoir de mémoire, hein, 77 ans, c'est beaucoup et puis c'est peu à l'échelle de l'histoire. Il y a dans ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale beaucoup à puiser pour notre présent en termes de comportement, en termes d'analyse. Et c'est pour ça que cet événement, cet épisode du 3 septembre est un moment important qu'il faut garder dans les mémoires. C'est pour ça que cette commémoration vient toujours à point nommé. Eh bien, merci infiniment d'avoir été avec nous pour aborder ensemble cette date dans l'histoire de la principauté. Merci beaucoup, Yvan Gasto. Merci beaucoup. Merci.